sommes lundi, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Nous sommes le 16 décembre et les enfants, vous entamez la dernière ligne droite avant le début des vacances scolaires qui commencent vendredi soir si je ne m'abuse. D'ici là, nous avons 5 petits déjeuners à prendre ensemble sur l'antenne, 100% Vendée et 100% bonne humeur. En tout cas, on essaie. Si Antoine est encore avec nous, on va aller lui faire un petit coucou. Salut Antoine, tout va bien ? Oui, tu as fait tomber le pull par rapport à tout à l'heure. Bon, quant à nous, eh bien, nous avons un agenda chargé sur cette matinée. On va parler un petit peu budget. Tiens, vous savez, c'est dans l'air du temps. Nous avons un chiffre à voir ensemble ce matin. C'est 949 millions d'euros. Ça, c'est le budget qui a été voté vendredi par nos conseillers départementaux pour l'année 2025. Près d'1 milliard d'euros. Donc, pour faire quoi ? Eh bien, pour faire fonctionner la Vendée. Les 3/4 sont consacrés aux frais de fonctionnement, justement, avec notamment une hausse de l'enveloppe allouée à l'aide sociale à l'enfance et à la famille. Nous irons faire également un tour du côté de Saint-Michel-le-Cloud avec la fin de 15 jours de contrôle sur le terrain pour l'Office français de la biodiversité et la Fédération des chasseurs. 2 semaines de sensibilisation qui ont été réalisées un petit peu partout en Vendée auprès des chasseurs justement pour leur rappeler la vigilance qu'il faut avoir concernant les accidents. Et puis, vous les avez peut-être croisés samedi, tiens, dans le centre de la Vendée, 1200 motos, 2400 quasiment motards engagés dans la 16e balade des Pères Noël, un convoi solidaire qui roulait pour 2 associations de Vendée, à savoir Princesse Green et pour le foyer pour personnes en perte d'autonomie, les Agapantes. Du côté des infos du jour, eh bien, je vous propose de jeter un œil très rapide à la météo de ce lundi avec un ciel couvert toute la matinée. Ce sera le cas cet après-midi également, mais ce matin, ça tient plutôt du brouillard, vous voyez, donc avec une faible visibilité. Soyez prudents si vous prenez la route. Nous avons toujours un petit vent de sud-est, mais il fait un peu plus chaud qu'en fin de semaine dernière. 5 degrés si vous êtes dans les terres, 4 sur le littoral. Cet après-midi, donc ciel toujours couvert, c'est ce que je vous disais à l'instant, avec pas mal de nuages. Mais c'en est fini des brouillards, il s'agira plutôt d'un plafond bas, des nuages gris. Quelques éclaircies à noter en revanche au-dessus du bocage sur une large zone partant de Montaigu-Vendée et descendant jusqu'à la Châtaigneraie. Peut-être 10 degrés, tiens, du côté de Pouzauges, si le soleil perce vraiment. Ça, c'est une des promesses du jour. Du côté de nos marées, nous avons une basse mer à 11h06 au Sable d'Olonne, 11h16 à Noirmoutier. Du fait de coefficient qui est de 89 aujourd'hui, nous allons donc avoir un passage du Gois accessible grosso modo 1h30 avant et après cette basse mer de 11h16. Et la pleine mer, elle, c'est en fin d'après-midi, 17h10 à Noirmoutier, 17h26 au Sable d'Olonne. 3 rendez-vous marchés en ce lundi. Les 2 traditionnels hebdomadaires du début de semaine, c'est Benay et Jars-sur-Mer. Benay, place du Champ de Foire jusqu'à 13h. Jars-sur-Mer, place des Ormeaux jusqu'à 13h également. Et puis s'ajoute Chambretot, puisque tous les 3e lundis du mois, vous pouvez retrouver place de Suireau, un rendez-vous avec vos commerçants de plein air. Au niveau de l'éphéméride, eh bien c'est la Sainte Adélaïde aujourd'hui. Bonne fête à vous également si vous vous appelez Alizé. Le petit dicton du jour, froid et neige en décembre, du blé à revendre. Notez que c'était la pleine lune hier, donc si vous n'avez pas très bien dormi, c'est peut-être en lien. Et le soleil est avec nous jusqu'à 16h54 aujourd'hui. Ce sera la bonne nouvelle de demain. À partir de demain mardi, le soleil, eh bien, nous n'allons plus perdre de temps de luminosité. Voilà, le soleil va commencer à rester de plus en plus longtemps avec nous jusqu'au 21 juin. Et ça fait plaisir d'en parler. On passe au journal. Après 2 jours de présentation et de discussion avec les différentes commissions, le département a voté son budget primitif. Vote dans un contexte inédit et particulièrement tendu au niveau national ainsi qu'au niveau régional. Les recettes baissent, les dépenses se maintiennent, voire augmentent. Il faut donc faire des choix. Le département avait annoncé dès le mois de juin dernier la nécessité de faire des économies et ce à hauteur de 3% du budget, ce qui représente 13 millions d'euros.
Eh bien, c'est à tous les niveaux qu'il fallait que nous essayions de trouver. Par exemple, dans la rénovation des véhicules, eh bien, on va attendre 1 an, 2 ans supplémentaires. Dans les charges qui nous sont imposées, par exemple sur le RSA, comment est-ce que l'on peut être encore plus, j'allais dire, inventif pour que les uns et les autres puissent retrouver plus rapidement encore le chemin de l'emploi. C'est aussi sur la culture, ici ou là, faire quelques économies. Sur le sport, on va demander aussi quelques économies à certaines de nos associations, certains de nos clubs sportifs en particulier. Le budget voté s'élève donc à 950 millions d'euros. Le département va en consacrer les 3/4 aux dépenses de fonctionnement. 1/4 sera destiné à l'investissement. Le département qui a notamment prévu une enveloppe de 82 millions d'euros pour l'aide sociale à l'enfance et à la famille. Tout simplement, je veux dire, j'ai des collègues qui font preuve de bon sens et on a une compétence obligatoire qui est la protection de l'enfance. Et on voit bien que cette protection de l'enfance aujourd'hui a besoin de moyens pour accompagner aussi l'ensemble de nos agents, l'ensemble des assistants familiaux, l'ensemble des lieux de vie qui aujourd'hui accueillent et protègent plusieurs milliers d'enfants, puisque aujourd'hui c'est près de 2000 enfants qui nous sont confiés par an, qu'il nous faut accompagner. En tout cas, je remercie les collègues pour le budget de l'aide sociale à l'enfance et sur le budget enfance et famille. Maintenant, on voit bien que c'est un budget contraint qui nous demande de faire un certain nombre d'efforts, de faire de nombreuses économies. Et puis, malheureusement, il y a quand même quelques sujets qui nous obligent, je veux dire, à revoir les budgets à la baisse. L'Office français de la biodiversité et la Fédération des chasseurs de Vendée ont bouclé hier dimanche 2 semaines de contrôles sur le terrain. Des contrôles essentiellement tournés vers la sécurité, celle des 12 000 chasseurs du département, mais aussi celle de ceux qui les entourent. Et si en 20 ans, le nombre d'accidents mortels a baissé de près de 80%, il n'en reste pas moins des comportements encore dangereux. Cyril Guillet. Fédération des chasseurs. L'Office français de la biodiversité, la police de l'environnement. Ce matin-là, sur la chasse privée de la Balingue, une vingtaine de chasseurs sont postés dans les bois pour une battue au grand gibier. Donc là, aujourd'hui, vous tirez uniquement à balle? Uniquement à balle. D'accord. On peut procéder à un contrôle de vos munitions, s'il vous plaît? Les battues font l'objet de toutes les attentions, car c'est le type de chasse qui dénombre le plus d'accidents. C'est une opération de contrôle au niveau national qui a été décrétée par le ministère et à la demande de l'OFB. Donc ils sont revenus vers nous, Fédération des chasseurs, pour organiser plusieurs journées de contrôle communes. Donc ces opérations de police sont menées donc avec nos 4 agents de développement qui sont assermentés donc pour la police de la chasse et donc qui sont habilités à contrôler donc en lien avec les infractions liées au schéma. Vous avez suivi la formation décennale? Oui. D'accord, récemment, le 29 mars. On va vous demander votre attestation d'assurance, s'il vous plaît. Notre objectif était de vérifier si les chasseurs se mettent en condition de sécurité pour pouvoir pratiquer la chasse. Ce qu'on recherche, c'est de vérifier la pose de panneaux sur les routes, vérifier aussi s'ils portent des effets fluorescents pour être visibles entre eux et visibles des autres usagers de la nature. Et puis vérifier également si ils prennent bien en considération leur environnement avant et pendant la chasse, notamment avec la matérialisation des angles de tir. Vous devez partir en direction de votre voisin pour calculer votre angle par la suite. Des fois, quand on se place, nous-mêmes, on a des doutes parce qu'on ne sait pas trop si on est la loi ou pas. Donc j'ai posé quelques petites questions et ça, par contre, j'apprécie parce que voilà, ils nous conseillent. Moi, je trouve que c'est très important parce que l'image du chasseur est très très dégradée. C'est ce que je vous disais, on en est encore au sketch des inconnus. Tout est fait pour que les accidents soient évités et cela passe d'abord par la formation. Tous les nouveaux chasseurs ont une formation complète sur la sécurité au moment du permis de chasse, une formation très importante. Et après, nous, on a des chasses-écoles pour les organisateurs de chasse au grand gibier en Vendée et qui aident à l'organisation de ces battues pour chasser, pour que les actions de chasse se fassent en toute sécurité. Pendant ce contrôle, aucune infraction n'a été relevée. À noter qu'en cas de manquement, une amende de 135 € peut être adressée aux contrevenants. Agriculture à présent. Ce mois de décembre est l'occasion de faire le bilan d'une année 2024 à oublier. Année catastrophique pour les cultures avec en moyenne la moitié du rendement et donc du chiffre d'affaires perdu. C'est ce que retiendront les sociétaires de Cavac qui a tenu son assemblée générale annuelle en fin de semaine dernière au Sables d'Olonne. La coopérative a d'ailleurs alloué une aide spécifique à 1400 agriculteurs pour compenser les mauvaises récoltes.
Alors ces aides, on a souhaité, le conseil d'administration, les cibler vers les agriculteurs qui ont eu le plus d'impact, notamment la partie ouest et bocage, donc des terres plutôt hydromorphes, où les agriculteurs n'ont pas pu faire leur semis de blé d'automne. Donc pas de semis de blé d'automne, pas de récolte à l'été. Nous avons ciblé donc la différence entre la récolte 2023 qu'ils avaient apportée et la récolte 2024, et nous avons essayé de compenser à la hauteur de 20 € tonnes la différence entre ces tonnages. Donc on a ciblé vraiment les agriculteurs les plus touchés aujourd'hui. La deuxième aide majeure, c'est de pouvoir reporter les semis qui n'ont pas été faits. On a demandé aux agriculteurs de garder les semences à la ferme et on a financé ce report d'échéance à l'année d'après. Et puis une page se tourne dans l'histoire de la coopérative. Après près de 20 ans à sa tête, c'est l'heure de la retraite pour Jacques Bourget. Il cède sa place à Olivier Joran, jusqu'à présent directeur général adjoint. C'est difficile de résumer en quelques mots le bilan de 18 années de direction générale et 28 années passées à la CAVAC. Mais c'est vrai que le groupe a beaucoup évolué depuis toutes ces années. Il est passé de 300 et quelques millions d'euros à 1,4 milliard aujourd'hui. On était 500 salariés quand je suis arrivé, on est 1800 maintenant. Et puis effectivement, l'émergence de beaucoup d'activités qui n'existaient pas à l'époque. Donc un groupe qui est beaucoup plus solide qu'il n'était à l'époque. Une belle aventure qui s'est inscrite sur la durée et qui continuera sur le temps long parce que nous sommes une coopérative agricole, donc attachée à un territoire. Les agriculteurs qui organisaient leur propre parade de Noël ce week-end. C'était au nord de La Roche-sur-Yon. 2 cortèges de tracteurs qui ont sillonné les communes de Belvigny, des Lucs-sur-Boulogne, de Beaufou ou encore de Mouilleron-le-Captif. À quelques jours des fêtes de fin d'année, une opération de visibilité pour rappeler qu'il est tout à fait possible de manger local, voire très local en Vendée. Grégoire de Châtillon. Ils avaient annoncé une parade exceptionnelle avec des tracteurs décorés par leurs soins, une parade de féerie lumineuse. C'est sûr, les jeunes agriculteurs ont bien paradé avec leurs tracteurs. Ici, à La Roche-sur-Yon, ils voulaient avant tout se montrer et se faire entendre, également ici, à Mouilleron-le-Captif. Cette parade se veut d'abord être positive pour ces jeunes agriculteurs vendéens. Moi je trouve ça hyper intéressant et constructif de faire ça. Ça peut montrer aussi autre chose que le négatif du milieu agricole. On n'est pas là qu'à faire des manifestations, etc. Mis à part les manifestations qu'on a fait auparavant, c'est important aussi de montrer le côté positif. C'est un milieu aussi dans lequel c'est un très beau milieu, on est heureux aussi. Heureux, mais aussi déterminés à mettre en avant l'alimentation locale, c'est-à-dire leur production, c'est leur credo, surtout à l'approche de Noël. Un peu plus tôt, ils s'étaient retrouvés au Poiré-sur-Vie, sur le parking du Leclerc, lieu de départ de leur parade. Au programme, une réunion avant de prendre la route, avec le soutien du département et de la préfecture, tous unis avec ce message. Pour les fêtes en Vendée, je mange local. Ah, on essaye, mais après c'est pas toujours évident, c'est un coût. C'est toujours pareil. On est tous pareils, ça a un coût. Je sais qu'il y a une histoire de prix, mais qu'ils ne sont pas obligés d'aller acheter de la viande qui vient d'on ne sait où. Donc voilà, ce qu'on veut leur rappeler, c'est que dans tous les cas, s'ils choisissent des produits français, ils seront sûrs d'avoir une qualité exemplaire. Après l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, ce 6 décembre, cette parade de Noël sous forme de manifestation témoigne d'une forte inquiétude pour un secteur en crise. Et puis la fin de semaine a été marquée par une autre parade, elle aussi dans le centre du département, la balade des Pères Noël à moto, 16e édition solidaire organisée par Asphalt 85. Le principe reste le même chaque année. Un convoi de motos habillés aux couleurs de Noël qui sillonne les routes du département et ce, au profit d'associations. Les inscriptions ont été bouclées cette fois-ci en une quinzaine d'heures seulement. C'est un bon moment entre motards et puis c'est la magie de Noël. C'est une tradition et puis ça fait toujours plaisir d'avoir autant de motards et puis de faire des tours entre motos, c'est génial. C'est quelque chose qu'on fait à peu près tous les ans nous. Et c'est l'occasion de se retrouver déjà entre motards. Et en plus c'est pour faire une bonne cause, donc là il n'y a pas de mal à faire ça en fait, je pense pas. Du plaisir avec une bonne action pour nous tous. Moi-même j'ai eu un enfant malade, donc c'est la priorité. C'est pour les enfants malades.
Moi, c'est la 14e fois que je le fais. Donc, tous les ans, on attend, quoi. Surtout que c'est au profit des associations pour les enfants. Donc, c'était une bonne chose. Et c'est vrai que les places sont parties très, très, très vite cette année. Donc, on a eu de la chance parce qu'il y en a qui, malheureusement, ne peuvent pas la faire. S'ils ne bloquaient pas à 1200 places, je pense qu'il y aura encore plus de monde, quoi, voilà. Et l'argent remis cette année a donc été remis à 2 associations. Princess Green, tout d'abord, une association créée pour Inès, une petite Vendéenne atteinte d'une maladie génétique rare. Argent qui est également remis au foyer Les Agapantes, c'est au Poiret-sur-Vie. C'est un foyer qui s'occupe des personnes en perte d'autonomie. Quelques mots de météo pour ce lundi. Attendez-vous à une journée plutôt couverte avec des nuages sur l'ensemble de la Vendée. Un début de journée plutôt la tête dans le brouillard. Et puis la journée qui continue avec un plafond relativement bas. Des éclaircies, en revanche, sont prévues dans l'est du territoire. Des températures qui sont au-dessus du zéro, entre 4 et 10 degrés. Il est temps de passer maintenant à la suite de cette matinale et de revenir notamment sur les résultats sportifs du week-end. Place au journal des sports, un journal préparé par Alexandre Lenaour et l'ensemble de l'équipe sport du week-end. Je vous propose de parler football, basketball, rink hockey, water polo et même football américain. Salut les sportifs, c'est l'heure de votre journal des sports du lundi 16 décembre 2024. Au programme, les herbiers pouvaient passer la trêve sur le podium. En basket, derby ligérien entre les Sables et Angers. En rink hockey, soir de Coupe d'Europe et d'au revoir à l'Angelmière. Le water polo lyonnais retrouvait son public et puis première sortie pour les Hussards en football américain. Le week-end de sportifs s'ouvrait vendredi soir, vendredi 13, avec la 13e journée de National 2. Beaucoup de chiffres 13, mais nulle question de superstition pour les Herbretais, 4e qui recevaient la formation de Bourges, 9e au classement. Malgré leur domination, les Rouges et Noirs n'auront jamais réussi à trouver la faille face à une formation du Cher regroupée en bloc bas. Bourges aura chèrement vendu sa peau pour repartir de Vendée avec le point du nul, 0-0. Les Herbiers manquent l'occasion de passer les fêtes sur le podium et terminent donc 2024 à la 5e place de leur groupe. Autre rencontre et autre sport, là aussi vendredi soir sur le parquet de la salle Beau Séjour. Les Sables d'Olonne accueillaient Angers pour le derby ligérien de National 1 masculine. Tout était presque parfait pour le LSVB sur cette 16e journée. Une entame réussie, une avance confortable à la pause et un Thomas Klein en grande forme, meilleur marqueur du soir avec 20 points. Presque parfait car la formation vendéenne s'est fait peur en fin de match. Alors que les Sablais comptaient 23 points d'avance, Angers s'est largement remobilisé pour ne finalement échouer qu'à 6 longueurs. De quoi donner de belles sueurs froides au coach François Sens malgré la victoire 75-69. En étant pragmatique, je pense qu'on a 80 à 90% du match de très bonne facture. Puis bon, il y a les 3 dernières minutes qui sont pas bonnes. On va pas dire autre chose. Maintenant, comptablement, on fait 34-35 minutes de très bonne qualité. On reprend le panier avérage. On met Angers à 2 matchs derrière nous et le panier avérage en moins. Donc c'est plutôt une bonne soirée. Et puis ça peut peut-être nous permettre de regarder un petit peu plus vers le haut du classement. En rink hockey, place à la Coupe d'Europe samedi soir du côté de l'Angelmière. Après le nul 2-2 du match aller, la Vendéenne devait s'imposer face aux Italiens de Val d'Agno pour entrevoir les quarts de finale de la WSE Cup, la plus petite des compétitions européennes. Mission plus qu'accomplie pour les Lyonnais qui ont offert un véritable festival offensif à leur public. Devant 5-1 à la pause, les Rouges et Noirs s'imposent finalement 8-5 face à l'équipe italienne. La qualification en poche, la soirée était aussi l'occasion de quelques au revoir. L'entraîneur espagnol Marc Salicru et l'un des cadres de l'équipe, le portugais Marcos Pinto, ont vécu samedi leur dernier match sous les couleurs de la Vendéenne. Quand je suis rentré dans le terrain et que j'ai vu tout le monde avec des drapeaux portugais, l'affiche qui était au milieu, qui était énorme, bien sûr j'ai envie de pleurer par moment dans le match. Quand je regardais les gens, tout le monde va me manquer. J'avais des fois envie de pleurer, même pendant le match. Allez, direction à présent les bassins avec du water polo et la Roche-sur-Yon natation qui découvre cette saison le championnat de National 3. Samedi soir à la piscine Arago, le water polo lyonnais accueillait les Marsouins d'Hérouville. Toujours pas de victoire pour les Vendéens cette saison, mais du beau spectacle et du mieux dans le jeu. Menés 6-3 à la pause, les Lyonnais en bonnet blanc étaient pourtant revenus à une longueur des Normands en début de deuxième période.
Mais les visiteurs ont ensuite remis la main sur le match pour finalement s'imposer 13-10. Nouvelle défaite donc pour le water-polo lyonnais qui poursuit son apprentissage en National 3. Et puis accrochez-vous, on termine ce journal des sports au Terre Noire avec du football américain. Invités de 85 chrono jeudi dernier, les Hussards de La Roche-sur-Yon entamaient leur championnat dimanche après-midi face à Rochefort. Match nul 6 partout entre Vendéens et Charentais. Début janvier, les Hussards tenteront de prendre le meilleur sur les Gladiators de Niort. Voilà, vous savez tout, presque de l'actualité sportive du week-end. Dernier journal des sports de l'année, l'occasion donc de vous souhaiter à toutes et à tous de très belles fêtes. Le sport, lui, se poursuit encore toute la semaine sur TV Vendée. Rendez-vous donc dès ce soir à 18h45 pour 85 chrono. Et effectivement, rendez-vous ce soir, juste après le journal de 18h30, à 18h45 plutôt, vous allez retrouver 85 chrono. On fait un petit suivi quotidien du Vendée Globe à présent. Il est temps de retrouver un petit peu des nouvelles de l'ensemble de la flotte de cette 10e édition. Alors parmi les dernières nouvelles du Vendée Globe, on a appris le dématage de Pipe Art. C'était cette nuit au large de l'Australie. On devrait en savoir un petit peu plus sur l'ampleur des dégâts dans la journée. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que la navigatrice, elle n'a pas été blessée. Pour le reste, voici le résumé. La donne de ce 35e jour de course est contrastée. Il y a d'abord les gagnants. Charlie Dalin, Johan Richomme et Sébastien Simon font le break et filent grand sourire dans le Pacifique au sud de la Nouvelle-Zélande. Et on arrive sur l'île d'Auckland. Trop beau! Wow, c'est gros kiff, là. Franchement, j'ai l'impression d'être venu juste pour ça. Pour les 10 bateaux derrière, les cartes se rebattent. Mauvaise main pour Thomas Ruyant et Jérémy Bayou, bloqués par un anticyclone. Bonne main pour les suivants, poussés par un front. Une nouvelle donne dont la saveur est diversement appréciée. Parce que les gens de terre, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils prennent l'avance là, et puis tout d'un coup, hop, il attend les autres. Je vous jure que si ça pouvait se dérouler autrement, si je pouvais faire autrement, je paierais cher pour ça. Il y a Jérémy Bayou et Thomas Ruyant qui sont là-bas. J'espère pouvoir revenir un peu sur eux en recroisant. Et puis derrière, là, quasiment dans notre axe derrière, il y a tout un groupe de bateaux. Ils ont été rejoints par Boris Herman du coup, parce qu'ils reviennent derrière avec du vent. Good progress. I got a message from Sam Gottschalk saying, it seems I'm waiting for you, so hurry up. We've been ready for a little bit of kind of la guerre, how we say in French, the next days, a bit of war. Dans le clan des malchanceux, Chabi Veores, à 450 000 de Cape Town, vient de casser son haubans bâbord, ce qui fragilise fortement son mât et sa course. Et puis, dans celui des gâtés, Sébastien Marcet passe aujourd'hui le cap des 40 ans de la plus belle manière qui soit. J'ai jamais été trop fanat des anniversaires, mais celui-là, je le kiffe. Celui-là, je le kiffe parce que je suis là, tout simplement, en train de faire ce dont je rêve depuis des années, quoi. Et c'est sûr que fêter ses 40 ans en pleine mer, en plein Vendée Globe, ça doit être quand même quelque chose. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Pour le classement de ce lundi matin, Charlie Dalin est toujours en tête. Il est suivi cette fois-ci de Johan Richomme. Et en 3e position, nous avons Sébastien Simon. Donc le 2 et le 3 ont inversé pendant le week-end. Mais l'écart se resserre avec Charlie Dalin. Vous verrez ça dans le prochain journal quotidien. L'extrait du jour maintenant. On va regarder ce qu'il se passe sur TV Vendée aujourd'hui. Un petit bout des passionnés avec Grégoire de Châtillon qui est allé à la rencontre de Jocelyne Brandy à La Roche-sur-Yon, une passionnée de crèche et de santon. Mes souvenirs de crèche, c'est chez ma tante. J'avais 10 ans, 12 ans, et elle faisait une crèche en fait énorme. Dans sa salle à manger, c'était tout un pan de mur. Donc c'était très très impressionnant. Et si je suis arrivée à faire la crèche que je fais aujourd'hui, c'est un peu à cause d'elle. Je faisais toujours une crèche parce que bon, j'ai eu des enfants, on faisait le sapin, une crèche, mais une petite crèche tout à fait normale. Traditionnelle autour d'un sapin. Quand elle est décédée, quand les gens partent, mais malheureusement on déménage, on enlève les affaires. Et dans le grenier, j'ai retrouvé une boîte qu'on a failli d'ailleurs
c'était failli partir à la déchetterie. Et à l'intérieur de cette boîte, il y avait les fameux santons. Il y avait les santons que j'avais de mon souvenir qui étaient dans cette crèche. Et c'est suite à cette découverte que j'ai commencé à faire une crèche un peu plus importante. Et aujourd'hui, j'ai près de 80 santons, des grands santons habillés, j'en ai près de 80. À l'intérieur de cette crèche, donc j'ai les santons de ma tata, qui n'avait pas d'enfants, et j'ai les santons de mes beaux-parents, de mes parents, de mon beau-frère aussi qui est décédé. En fait, j'ai leur âme. Si je la fais, en fait, j'ai pas de petits-enfants, mais je la fais vraiment pour eux. C'est-à-dire, voilà. Et c'est une émission que vous allez pouvoir retrouver tout au long de la journée sur TV Vendée, ainsi qu'à la demande sur tvvendée.fr. On passe au jeu. Avec une nouvelle question, puisque nous sommes lundi. Étiez-vous là dans les journaux la semaine dernière? Oui? Vous allez être aidés. Alors, regardez. Quel est le thème du mandat 2024-2026 du nouveau Conseil départemental des jeunes? Indice de ce lundi, sans racines, pas de tronc. Et à la clé, c'est la Savonnerie des Collines qui nous accompagne pour cette dernière semaine de matinale avant la trêve des confiseurs. Nous aurons un gagnant tiré au sort vendredi après-midi. Il repartira avec un coffret cadeau d'une valeur de 50 € spécialement concocté pour la matinale de TV Vendée. C'est la fin justement de notre programme. On se retrouve demain dès 7h en direct sur TV Vendée. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain!